Chère auditrice, cher auditeur du podcast 10 millions. Dans le cadre de cet épisode, nous n'étions pas en studio d'enregistrement, ce qui va pouvoir se ressentir légèrement sur la qualité du son, et je m'en excuse déjà. Mais le contenu va être tellement inspirant que cela fait plus que compenser. Pense à nous laisser 5 étoiles sur Spotify et n'oublie pas de nous laisser un avis également dans Apple Podcast. Cela nous aide énormément, en plus de nous encourager. Si tu as envie de passer à la vitesse supérieure, n'hésite pas à candidater à Patrimoine Exponentiel en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode ou de réserver un audit avec Fouad pour débuter 2025 de manière optimale. Je vous souhaite une excellente écoute. Allô, ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Bienvenue dans ce nouveau podcast 10M pour 10 millions d'euros, capital optimal de la magnifique position du Vachier. Je suis en compagnie de mon acolyte Hugo et de 2 invités de marque, Auguste et Le Poulain, son frère Louis. Bonjour Auguste, bonjour Louis. Bonjour. Bonjour. Bonjour Fouad, toujours un plaisir de vous retrouver. On retrouve aujourd'hui Auguste pour un partage d'expérience. On t'a eu il y a précisément 1 an. Et oui, déjà 1 an. Déjà 1 an. Et il est déjà à l'IFI. Déjà, les filles. Et je te remercie pour cet échange que tu vas tenir, cette valeur que tu vas partager et la transparence dont tu vas faire part, car le temps passe vite. Il est temps de passer à l'action. Pourquoi c'est important ? Car ça va être important de voir dans la transparence 1 an après la mise en place de la stratégie, voire comparer à la fois à ton objectif initial qui était, si ma mémoire est bonne, de 15 millions. Non. Ah oui, non, l'objectif initial. Avant d'écouter le podcast. Avant c'était d'écouter 3 millions d'euros, ouais, exactement. En combien d'années ? C'était 5 ans. 5 ans et même peut-être plus. Hein. Je crois que tu m'avais dit sur 3 générations en fait. Avec le... Peut-être pour les futurs petits-enfants. Et ensuite est passé à 15 millions. Exactement. Et est-ce que cet objectif, tu penses que tu vas l'atteindre en 3 ans ? Je pense que oui. Ouais. En tout cas, vu comment c'est parti, on va en reparler, mais je pense que oui. Ah, super. Parce qu'entre-temps, Auguste a demandé la nationalité américaine avec son démarrage. Il veut se présenter à la présidence comme Trump. Voilà. Et je lui ai dit, il faut être né sur le territoire américain. On va acheter des tours Trump. On va parler d'objectifs, on va parler de retour d'expérience, de croyances limitantes, parce que les gens se posent toujours la question comment c'est possible, donc ça va être très intéressant. Le but de ce podcast n'est pas de faire, et je tiens à le préciser, un biais du survivant. Alors Fouad, qui adore la sociologie, peux-tu nous rappeler selon Taleb ce que c'est le biais du survivant, ou sans passer forcément par Taleb ? Alors, je vais rappeler que c'est plutôt de la psychologie que de la sociologie, mais le biais du survivant, en fait, c'est très simple. D'ailleurs, ce qui est intéressant, alors pour le coup, sociologiquement, ce qui est intéressant à remarquer, à relever, c'est que c'est une technique qui a été utilisée dans le monde du marketing, justement, pour expliquer à tout le monde que c'est très facile, que si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Et donc, le biais du survivant, en fait, c'est une erreur qui consiste, en fait, à se concentrer uniquement sur les personnes ou les choses qui ont survécu à un processus en ignorant celles qui ont échoué ou disparu. Grosso modo, on ne se concentre que sur les gagnants et on pense finalement, avec une logique interne, que tout le monde peut y arriver, que c'est facile. Donc voilà sur la définition assez simple. Ce qui illustre très bien le syndrome du survivant. Ça va être, je ne sais pas si tu te souviens de cette histoire pendant la Seconde Guerre mondiale ou si vous la connaissez, où l'armée, la RAF britannique étudiait l'impact des balles sur les avions et décidait de voir qu'est-ce qu'il fallait renforcer, qu'est-ce qu'il fallait mettre comme blindage. Et il disait, il faut renforcer là où il n'y a pas d'impact de balles. Parce que si les avions rentrent avec ces impacts de balles, c'est-à-dire que ceux qui ne rentrent pas, c'est là où il n'y a pas d'impact de balles qui fait chuter l'avion. Donc, moi, je vais reprendre j'avais mis une petite note sur un auteur que j'aime bien, qui est von Clausewitz, qui est plus un stratège militaire, qui avait écrit dans son livre de la guerre, il ne suffit pas d'écouter la stratégie d'un général pour être capable de reproduire sa victoire. Alors, pour rebondir sur ce que tu disais, je trouve ça très intéressant. Et dans mon livre qui sortira je ne sais quand, j'ai failli dire peut-être en 2025, mais quand les gens me posent la question, je leur dis moi-même, je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Et il y a la notion, en fait, j'ai conceptualisé quelque chose qui est très intéressant, c'est la notion de blitz patrimoine, qui est en fait une contraction de blitz
Blitzkrieg, qui est une guerre éclair qui avait terrassé les Français. Et donc la notion de Blitz patrimoine, ça va être comment ? Les Polonais aussi, ils y ont goûté. Ouais, mais les Polonais, on n'était pas au niveau de la puissance française. Donc le Blitz patrimoine, c'est une stratégie qui consiste à acquérir un patrimoine en rafale sur des acquisitions et se constituer un patrimoine très important sur un laps de temps très court. Et finalement, c'est une stratégie qui consiste à se concentrer sur ses forces et agir massivement et de manière extrêmement précise. Et on va le voir avec Auguste, la stratégie du Blitz patrimoine a été appliquée et nous a permis finalement d'obtenir des résultats exceptionnels et finalement quelque part assez prévisibles, sans fanfaronner, mais c'est vraiment la conséquence de la Blitz, de la stratégie de la Blitz patrimoine. Qu'est-ce que tu en penses pour l'instant ? Bon, je trouve que le terme est bien choisi. On va en revenir, mais on a déjà lancé pas mal d'actions. Ouais. Parce que c'était ton frère qui t'avait présenté la chaîne, qui t'a mené au podcast. Exactement. Du coup, j'ai ramené mon frère 1 an plus tard, qui va aussi commencer le mentorat avec Fouad. Oui, donc moi, pour me présenter rapidement, je suis chirurgien dentiste aussi comme Auguste. Et donc, c'est moi qui avais découvert la chaîne de Hugo il y a déjà une bonne année. Et donc j'avais envoyé une vidéo, c'est comme ça qu'il a rencontré ensuite Fouad par l'intermédiaire d'Hugo. Et j'ai pu suivre un petit peu son parcours, son évolution depuis 1 an. Et c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup d'évolution à la fois dans ses connaissances, ses compétences. Et c'est quand même assez inspirant. Dans l'attitude également, ouais. tu as perçu une différence dans son attitude ? Ouais, c'est vrai qu'au début, il se posait beaucoup de questions. Expliquer un petit peu sa situation, tout ce qu'il a pu faire. Là, il y a quand même plein de choses sur lesquelles il a été rassuré. Où au final ça s'est bien passé et je pense qu'il a bien évolué quoi. Et ça t'a donné envie de faire pareil. Et il va pouvoir apprendre également de ses expériences. On peut préciser pourquoi lui est là en fait, parce qu'en fait on est à la veille du Mastermind Voix Grand qui fait partie du programme de mentorat. On va passer 50 heures ensemble en 3 jours. Donc on est très loin des 35 heures par semaine. Donc c'est 50 heures, c'est très très intense. On a un programme très chargé avec une originalité aujourd'hui. Pour cette année, c'est on a un certain nombre d'intervenants, 9 au total, et donc c'est la raison pour laquelle tu es là et donc tu vas participer au Mastermind à partir de demain. Et Auguste fait une intervention. Tout à fait. Cette fois-ci, Fouad m'a demandé de faire un retour d'expérience, et d'ailleurs aussi ce qu'on va faire là dans le podcast. Donc je vais pouvoir un peu présenter ce que j'ai fait au Mastermind. Je propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Allons-y, t'es prêt ? Combien ? Je suis prêt. Combien ? Est-ce que t'as brûlé ta carte LFI déjà ? Non, je n'ai jamais eu. Est-ce que tu votes pour Martine Aubry ? Dis-nous la vérité, Auguste. C'est pas bien. Je ne suis plus à Lille. Comment ? Je ne suis plus à Lille. Parlons chiffres pour contextualiser la chose. Parlons, t'es en totale liberté, nombre d'opérations, type d'opérations sur lesquelles tu es en cours. Là, en cours, on a en tout, c'est pour ça qu'on parle de blitz, parce qu'en 1 an, c'est quand même intense. On est sur 8 opérations, plus du coup le projet à Bali qu'on fait ensemble avec Fouad, donc 9 en tout, pour un cours de environ 8 millions 5 là actuellement. Donc en 1 an... Oui, parce que c'est important de mettre en cours. Quelle est l'unité de compte ? Exactement. C'est de la roupie, évidemment. Non, évidemment, roupie on parle en millions d'euros. 1 euro pour 17 000 roupies indonésiennes. Non, on parle bien de millions d'euros. Donc justement, il y a eu un gros changement identitaire par rapport à l'année dernière, notamment. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être tes premières acquisitions ? L'année dernière, quand j'étais passé sur le podcast. Avant qu'on se connaisse, en fait. Oui. Quand on avait fait l'état des lieux de ton patrimoine. Et puis la nature en fait des opérations que tu avais déjà réalisées, parce que tu avais déjà fait, je crois, 2 opérations. J'avais fait 2 opérations, un studio et un T3. Toi, t'étais chaud, quoi. Déjà à l'époque, tu avais déjà fait un studio. Oui, j'avais fait un studio. Comme j'avais dit dans le podcast il y a 1 an, quand j'étais étudiant. Mais après, évidemment, les ambitions ont changé et surtout, ayant rencontré Fouad, j'ai pu un peu voir l'univers des possibles et surtout mettre en pratique la théorie, qui pour l'instant se passe très bien. Donc l'objectif des 15 millions d'euros, on l'avait sur 5 ans de base, je pense qu'il sera atteint probablement avant. Donc, Est-ce que tu as fait évoluer tes objectifs ou tu restes sur le même objectif et peut-être une durée ? On va faire une première année, une deuxième et puis on verra. En tout cas, pour l'instant, je reste sur l'objectif de 15
Après, c'est vrai que s'il est atteint plus tôt, Ouais, ça donne plus de choix. évidemment. Je te posais la question en fait sur sur ce que tu avais fait en amont, et c'est très très bien pour un étudiant parce que la plupart des étudiants ne pensent pas à investir. C'était plutôt par rapport au dimensionnement. Et là, c'est vrai que quand on fait alors Bali, c'est une petite opération entre guillemets, hein, c'est une opération, on peut donner les chiffres, hein, puisque je fais exactement la même opération que toi. On est sur une opération à 250K à peu près. Ouais, 300. Terrain, voilà, construction, ouais, parce que toi tu fais un peu plus de chambres que moi. Donc, Je vous rappelle, unité de mesure 0,3. Unité de mesure de 0,3 millions. On a dit que... On parlait en millions d'euros. Oui, c'est tout vrai. à fait. Donc là, on est plutôt S'il vous sur 1. Donc, Oui, le sur dimensionnement moyen est à peu près à voilà, 1 en avec général. quelques écarts types, on a 2 opérations. On en a une à 2. Il y en a une à 2.3 ou 2.4. C'est ça. Donc, on a... Et quelques-unes à 0.6, 0.7. ouais, Mais, donc avec le général, on tourne autour du 1. si on fait la moyenne, je pense qu'on est aux alentours de 1. Et donc, on a eu l'intelligence, je dis on, parce que j'ai chassé la quasi-totalité, sauf une chasse que toi, tu as réalisée et qui a 2 chasses, pardon. C'est d'ailleurs ça Tu qui... me caches c'est me caches des opérations, non, alors, non, du je coup. t'en cache pas. Tu me caches des tu l'as opérations. oublié. Donc du coup, Mais, il y a ces 2 opérations, et je dis on parce que on en parlera. Tu as la qualité d'être un excellent exécutant. Alors, pas au sens hiérarchique du terme, au sens vitesse d'exécution. Donc ça demande beaucoup d'intelligence, ça demande du courage, et ça demande aussi d'être en capacité d'appliquer ce qu'on a appris et ce qu'on a compris. Donc C'est comme Chirac. Tu ordonnes, il exécute. non, parce que Non, je pas suis du tout, alors justement, alors je voulais qu'on en hiérarchiquement, parle, c'est plutôt lui le donneur d'ordre et moi l'exécutant. Je voulais dans qu'on la en parle relation de ça commerciale. parce que justement, là, les deux biens que j'ai trouvés par moi-même, c'est entre guillemets quand même grâce aux compétences que j'ai pu acquérir pendant cette année, sans quoi jamais j'aurais été sur des opérations comme ça. Et ça Donc m'intéresse. même si c'est pas Fouad qui les a chassés, en fin de compte, la compétence qui m'a permis de les chasser a été acquise là cette année. Et tu vois, c'est Après, quelque chose que j'aime bien dire aux gens qui ont peur quelquefois quand ils se lancent, parce que tu as des gens également qui n'ont pas commencé, sur la peur de rechercher des biens. Et quelquefois, je leur dis, limite, trouvez un bon chasseur, sachez auditer les bons chasseurs, et étudier la méthodologie. Et la Bien sûr. méthodologie, elle est reproductible. Et toi, t'es pas un chasseur immobilier, Pas du tout. mais quels C'est sont un les... chasseur dedans, Je suis un chasseur dedans. enfin un arracheur dedans. Non, faut pas dire ça. Non, je plaisante. Non, mais c'est sûr que la méthodologie, j'ai concrètement appliqué exactement la même que celle de Fouad, et dans la pratique, c'est ce qui a fonctionné. Donc, Alors c'est vrai que et ça fait partie du programme d'accompagnement. Tu m'as sollicité pour savoir ce que j'en pensais. évidemment. Et ça fait partie. Ça veut dire que même si je ne chasse pas, évidemment, je suis là pour accompagner l'investisseur sur ce qu'il fait de son côté, parce qu'il n'y a aucune exclusivité dans la chasse. Et moins je chasse, mieux c'est pour moi, quelque part, en termes de charge mentale, en termes d'activité, de travail. Et donc, il y a eu cet accompagnement également sur la partie juridique, sur le compromis. Et il y a une technique qui nécessite 2 heures d'explication. On ne pourra pas s'étendre là-dessus, mais sur une opération qui t'a fait gagner 90 000 euros, je crois, de À peu près technique ça. de négociation très particulière, qui relève, comment dirais-je, est-ce qu'on peut dire de la mercennerie, ça se dit? la technique de droguer le vendeur. Non, ça c'est je ne mange pas de ce pain-là. Non, il y a une technique Rien de négociation d'illégal, n'a été fait. très particulière que je t'ai enseigné, Que que tu tu as m'as appliqué. enseigné, Et que j'étais agréablement surpris quand tu m'as dit on va balancer ça dans une conversation. Ah ouais, en fait, là, j'ai pu du coup avoir les 90 000 là-dessus. Et je me dis waouh, c'est cool, quoi. Ça a amorti les frais du mentorat. Une autre question que je vais te poser. Donc, on parle d'un gros montant. Combien d'apports as-tu mis? Alors, pour l'instant, quasiment 0. Voilà. Parce que ça, c'est une question qui revient Est-ce qu'on est même en apport négatif quelque part? On m'a demandé d'apporter juste des frais de dossier que j'ai apportés, mais que j'ai récupéré en avance compte court associé. En fait, concrètement, j'ai quasiment rien apporté de... Et ça, c'est pareil, ça c'est quelque chose qui était complètement hors de mon esprit il y a encore un an, quoi. Pour moi, c'était impossible. Et si on t'avait dit, si par exemple, imagine le même épisode de podcast, parce que tu sais, sur Internet, c'est très facile de faire du blabla et d'exagérer.
Même il y a des gens qui vont se dire que t'existes pas, que t'es une intelligence artificielle. Non mais Est-ce que vous tu êtes peux lui consommateur, mettre- vous Oui. êtes consommateur de contenu sur Bien Internet. sûr, bien sûr. Et si tu avais entendu ce discours en 2024 sans avoir commencé, qu'est-ce que tu aurais pensé en écoutant la personne qui partagerait ton parcours actuellement? Tu te dirais quoi? Est-ce que Alors, tu écouterais je- attentivement alors, ou je- tu te dirais je- mais c'est pas possible? Je pense pas que je dirais que c'est pas possible, mais par contre, j'aurais clairement en tête ce fameux biais du survivant. En mode, oui, bon, ok, c'est un parmi 999 qui ont échoué, quoi. Ce qui, au final, quand on reprend vraiment la stratégie de zéro, est faux, puisqu'en fait, avec un bon profil, c'est du travail, il faut construire les dossiers, il faut construire son profil bancaire, mais si on met en pratique tout ce qui est enseigné, beaucoup de personnes peuvent le faire, en fait. Pour reformuler finalement ce que tu dis, parmi les gens que j'accompagne, il n'y a que du biais du survivant. Ce sont tous des biais, tous des survivants. Oui, Finalement. vu comme ça. Non, parce qu'en fait, ce que les gens ne comprennent pas quelquefois, c'est qu'il faut mettre beaucoup de stratégie au départ, qui va demander beaucoup de temps, faire attention à plein de petits détails. Oui, en auquel fait, on ne penserait pas Je suis nous-mêmes. même pas en train de parler de revenus, parce que en fait, le revenu va juste conditionner le facteur dimensionnement, mais en fait, concrètement, le nombre de biens, enfin, le revenu. Moi, en fait, ce que le je revenu dis, est important, mais dans la stratégie, peu importe le revenu, c'est la même stratégie. C'est ça voilà. que je veux Tout à fait. Moi, ce que je dis aux gens, c'est, imagine, je fais 2 mètres, tu fais 1,50 m, on doit marcher 1 km, qui serait le montant d'acquisition. Si moi, je fais des pas de 2 mètres et que toi, tu fais des pas de 1 mètre, tu vas devoir faire 2 fois plus de pas. Métaphore. 2 fois plus de pas. Tu vas être peut-être un peu plus essoufflé si tu vas arriver en même temps que moi à la fin. Mais si tu te donnes plus de temps, tu arriveras quand même à cet objectif. Par contre, si tu mets pas toute la stratégie en amont, que tu fais pas attention à ça, tu ne peux pas reproduire. Et on tombe sur des gens, notamment, quelquefois, tu sais, ils sont persuadés que c'est romancé ou des choses comme ça, parce qu'en fait, ils ont commencé quelques opérations et au début, tout se passe bien avec leur banquier. Et en se passant bien avec leur banquier, au bout d'un moment, ils n'y arrivent plus parce que ils ont pas mis en place ce genre de choses. Et demain, même si tu avais un salaire inférieur, oui, c'est la capacité, moi je dis, c'est l'intensité unitaire d'achat, le salaire. Ce qui Oui, alors détermine. après, en parlant d'intensité, on a mis une forte intensité cette année. Hein. Ça, c'est Et clair. toi, et tu net. parles plutôt d'amplitude. D'amplitude. L'intensité est dans Ah la ouais. stratégie et ce sont que des méthodes, bien finalement, quelle que soit l'amplitude de tes acquisitions. Après, c'était intentionnel. Hein. De toute façon, on en avait déjà parlé dans le podcast il y a un an. On était vraiment tout de suite dans l'opérationnel et on a mis de l'intensité cette année. C'est ce qui explique d'ailleurs un résultat comme celui-là. Quelles compétences as-tu développées ce que tu te sens beaucoup plus à l'aise maintenant par rapport à avant? Moi, je suis quelqu'un qui voit vraiment les choses, entre guillemets, étape par étape. C'est-à-dire qu'il y a d'abord la compétence, d'abord dans la visite, après il y a la compétence dans la rédaction de l'offre d'achat, il y a la compétence dans la rédaction du compromis, il va y avoir la compétence dans la recherche de financement et après il y a la compétence dans la gestion. Bon, forcément, comme on a encore des opérations en cours, j'ai énormément appris sur les visites, les offres d'achat, rédaction des compromis et les demandes de financement bancaire. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a fortement surpris, c'est qu'en fait, par rapport à mes 2 précédentes acquisitions, donc le studio et un deuxième appartement, avec un dossier bien ficelé, bien créé, un profil emprunteur qui a été construit aussi en amont, en fait, la façon dont les banques nous reçoivent, la façon dont les banques nous perçoivent même, complètement différente. Est-ce que c'est comme dire, dans la vérité, si je manque, que tu as la start-up? Non, mais Est-ce que c'est le mot magique? ce que je veux dire, c'est que on est vraiment reçu différemment et il y a un peu moi personnellement, en tout cas dans le profil psychologique, j'avais un peu ce biais de l'imposteur, c'est-à-dire que j'ai 27 ans, je vais sur 28. Et arriver du haut de mes 27 ans, voir une banque dans une autre région en demandant 2 millions d'euros, ça peut être impressionnant au début. Et ça, c'est vraiment quelque chose, pour le coup, que j'ai débloqué, entre guillemets. C'est qu'au début, ça fait peur, mais en fait, on se rend compte qu'avec un bon dossier bien préparé, ça se passe très bien. Et je l'ai fait plusieurs fois maintenant et je suis beaucoup plus à l'aise. Il faut Ça savoir fait partie démystifier d'une des compétences que j'ai le plus développées, je pense. la banque, de passer du côté d'aller demander à genre aller... Oui, exactement. C'est pas moi qui te demande, on construit une relation de partenariat en fait. C'est-à-dire que c'est du gagnant-gagnant, c'est comme ça qu'il faut le construire. Elles le comprennent.
pour compléter en fait tes propos contextuellement, tu es en fait dans une phase de rationnement. On est dans une période de rationnement de crédit et ce qu'on obtient en fait, c'est alors évidemment les banques ont eu certaines consignes, mais tu as des investisseurs qui sont auto-sabotés. C'est-à-dire que les gens se disent les banques ne prêtent plus, je ne vais pas demander. Et ça, finalement, ce qui est intéressant, c'est que dans ton retour d'expérience, tu as ressenti que les banques cherchaient à prêter des fonds. Oui. Et ça s'est accentué parce que alors la moitié des investisseurs a dégagé, donc tu as moins de concurrence, donc moins de demandes de financement, et tu as une partie en fait des investisseurs qui s'auto-sabotent. Donc quand tu arrives, c'est vrai qu'avec un discours professionnel où tu es sur un vrai partenariat, où en termes de PNB, ton interlocuteur est gagnant, sans dire qu'on va te dérouler le tapis rouge, mais la banque est plutôt contente d'exercer son métier primaire qui consiste à prêter de l'argent. Moi, on me l'a déjà dit plusieurs fois pendant mes rendez-vous avec les conseillers. On a rarement vu un dossier monter comme ça, et ça fait plaisir d'avoir un dossier qui est monté de manière professionnelle en fait. Alors, c'est ce que je disais, tu sais, aujourd'hui on parlait parce que tu allais présenter ton dossier demain, donc sur ton intervention, et en fait ton dossier est basé sur le mien, oui, le modèle, mais j'ai trouvé que ton dossier était mieux que le mien maintenant. Il a en fait, alors je parle pas du scoring, je parle sur la forme. La présentation du dossier a vraiment été bien améliorée. Voilà. Après, tout ne se joue pas sur le dossier, évidemment. Non, mais c'est un maillon de la chaîne. Ce sont des points de détail où on essaye d'être dans de l'amélioration permanente et continue. Et ça fait la différence. C'est la fameuse pratique délibérée. Je sais pas si tu t'en souviens l'année dernière. Bien sûr, hein. Le fait de mettre beaucoup d'intentionnalité dans une stratégie, d'y aller très très fort. Évidemment, ça, sur le court, moyen et long terme, ça produit des résultats qui sont remarquables. En tout cas, bravo pour ce premier démarrage. Merci. Qu'est-ce que pense le frérot? Alors, on peut rappeler ton âge, lui, parce que je sais pas si tu l'as donné, je sais plus. Non, je crois pas. Donc, j'ai 25 ans, moi, donc j'ai 2 ans de moins que mon frère. Une famille de génies comme ça, voilà. 25 ans, frangin. Ouais, de toute façon, moi, comme mon frère, j'avais fait un peu la même chose. En fait, quand j'étais étudiant, j'avais acheté un studio de la même façon. Puis le même studio, dans le même studio, de même taille, dans le même immeuble. C'était une coïncidence? Non, c'était une opportunité qui s'est enchaînée à la suite. Donc, ça s'est passé comme ça. Le même nombre de mètres carrés. Ouais. Ah ouais, même configuration, c'était juste à l'étage en dessous, un truc comme ça. Et là, t'as prévu de faire la même configuration que lui. Et du coup, c'était marrant de voir un petit peu son évolution parce que je me rappelle, il y a encore peut-être 1 an et demi, 2 ans, on a toujours été un petit peu dans l'investissement, on parlait toujours de bourse, de crypto-monnaie et un petit peu d'immobilier au départ. Et c'est venu sur la table il y a 1 an et demi. Et puis on commençait à parler de projets d'investir des 300 000, 400 000 euros avec un dimensionnement qui n'était pas forcément adapté à nos revenus. Et de voir un petit peu comment ça a pu évoluer. Je me rappelle là, au début, quand il a commencé à parler avec Fouad de projets à 1 million, il s'est retrouvé face aux banques un petit peu stressé, savoir si ça pouvait passer, si c'était réel, etc. Et puis là, de voir que ça évolue encore, que maintenant on parle de projets à 2 millions. Enfin, il y a quand même eu toute une évolution. Unitaire, il y a quand même quelque chose qui a vraiment, en termes de psychologie, débloqué, c'est que la première opération dont on a parlé il y a 1 an, s'est vraiment déroulée sans aucune difficulté. C'est-à-dire que j'ai eu l'accord de crédit tout de suite. Et en fait, forcément, ça décoince des choses, quoi. Pour moi, ça paraissait une somme énorme à l'époque. Et c'était c'était 1.2. 1.2, la première opération. Et le fait d'avoir eu, entre guillemets, le tapis rouge, justement, fois-disé par la banque, forcément, ça décoince psychologiquement et on se dit, allez, on en fait une deuxième. Je voulais rebondir sur ce que tu disais, Louis, qui est très intéressant. C'est que c'est vrai que vous faites toujours de la crypto, de la bourse, etc. Bien sûr. Et je veux simplement remettre en place le poids de l'immobilier dans la constitution d'un patrimoine. Auguste, avant qu'on entame cette blitz stratégie, cette stratégie éclair de constitution de patrimoine important, que représentait dans ton patrimoine en valeur brute l'immobilier, à peu près globalement? Quand tu dis brut... la valeur de tes biens sur la valeur totale de ton patrimoine en prenant la crypto, l'épargne, etc. En ratio, on était peut-être à... ridicule, je sais pas moi, ça devait être 10% même pas. Voilà, 10-20%. Aujourd'hui, quand on aura finalisé toutes les opérations en cours, que va représenter en valeur relative, en pourcentage, ce patrimoine dans ton patrimoine global? En net?
Non, en valeur, en pourcentage. Là, c'est beaucoup plus. On va être à 90 peut-être. Oui, bien sûr. Ouais. Donc et une fois de plus, je ne veux pas opposer les outils d'enrichissement, mais là, on voit la puissance du levier bancaire. C'est-à-dire qu'on passe d'une pondération du patrimoine immobilier sur le patrimoine total de 10-15% à peu près, j'avais calculé à la louche, à plus de 90%. Et quand on sera, et je te le souhaite, à 15 millions, que va représenter le patrimoine immobilier en pourcentage de ton patrimoine total? C'est pareil, quasi 80. Sauf si le Bitcoin monte à 1 million, après, ça, oui, comme l'espèrent les gagnants du loto. Donc ça veut dire que c'est le très levier... marrant ce que tu viens de dire, parce que ça marrant. non, mais Façon de parler. Je trouve ça extrêmement pertinent. Non, en fait, ce que je veux dire, je termine juste après je te laisserai, c'est la modification de la structure du patrimoine par le poids de l'immobilier à effet de levier très important. De toute façon, on en avait parlé aussi dans le podcast de l'année dernière. L'effet de levier était clairement la pierre manquante dans la construction de mon patrimoine, parce que toute mon épargne venait justement simplement du fruit de mon travail, en fait. Et un j'avais peu pas fait travailler la banque, crypto. entre guillemets. Oui, mais même ce que j'avais en crypto, c'était pas de l'emprunt. Bien sûr, là, bien sûr. Le fait d'avoir fait du levier bancaire, c'était la pierre manquante à l'édifice, on va dire. Et tu fais pas forcément de l'immobilier pour garder l'immobilier pendant 20 ans. Pas forcément, non. Tu le fais pour créer du capital et ensuite faire ce que tu veux. Après, c'est pas exclu qu'il le garde sur 20 ans, il y a jusqu'à certains l'amortissement biens du prêt. qu'on gardera, qu'on gardera c'est sur le le long choix. terme. Pas tout, il y aura des arbitrages probablement. Pour l'instant, on n'en est pas là. Là, on est plutôt dans une construction de capital, quoi. Et qui va vite. Qui va très vite. Honnêtement, je ne pensais même pas que c'était faisable de faire tout ça en un an. Sur ce que tu disais sur la crypto, on en parlait avec Rémi qu'on a eu en podcast et que vous aurez l'occasion de rencontrer demain. Rémi avait une fois dit à quelqu'un qui investissait dans la crypto, oui, tu peux avoir de la chance et faire un rendement exceptionnel. Mais le problème de ça, c'est que tu ne sais pas ce qui aura fait ce rendement exceptionnel et que tu ne peux pas le reproduire. Tu n'as pas de maîtrise. Et ce qui est intéressant sur cette technique, et c'est ce qu'on disait au début, c'est qu'il faut le mettre en place, c'est beaucoup de compétences, tu l'as dit, mais une fois que tu as compris, tu es capable de le reproduire à l'infini. La reproductibilité de la méthode, elle est indispensable, en fait. Mais si tu as fait une seule erreur stratégique, tu sais, quelquefois, moi, j'ai des gens au téléphone, tu sais, ils pensent qu'ils ont tout et qu'ils vont le faire eux-mêmes, tu vois. Ils ont le Dunning-Kruger, quoi. Ils ont la confiance en soi. Ça, c'est bien vrai. Ça. Et ils ne comprennent pas que l'effort, tu vois, à faire doit être fait en amont. Et ensuite, tu t'enrichis sur la reproduction de l'opération. Et tu parlais que ça débloquait d'avoir le premier financement. Comme certains investisseurs, ça les débloque d'avoir un premier investissement, mais sans stratégie. Ils se disent, c'est bon, tous les autres, ça va être pareil, jusqu'à se retrouver bloqué. Et tu dois avoir des gens autour de toi qui n'ont pas mis les stratégies, et qui se heurtent au mur et qui ne comprennent pas. Et quand on leur explique, demain, ces gens-là, ils disent non, c'est pas possible. Toi, tu parles en fait de la différence entre une méthode basée sur la chance et ça fonctionne du premier coup, et une vraie méthode infaillible. Demain, quand tu vas voir la banque, tu as toujours un doute quand tu augmentes. Quand tu augmentes ton amplitude. J'ai un vrai sentiment parce qu'on parle de chance, là, pour le coup, là, j'ai vraiment un sentiment de maîtrise. Voilà. Chose que je n'avais pas, par exemple, pour les 2 premiers biens. Le compromis, je faisais entre guillemets confiance à l'agent immobilier, au notaire. Alors que là, nous, on donne des consignes. Là, je suis capable de relire un compromis, je suis capable de demander des modifications d'ailleurs à la notaire, ça a déjà été fait. C'est nous qui rédigeons directement les compromis. C'est une blague, évidemment. Non, mais voilà, veut dire la compétence. J'ai reçu la plaque de notaire. En termes de compromis, tout ça, c'est super important. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que, et pour rebondir sur ce que disait Hugo, c'est vrai que moi je suis très créatif dans la création de solutions personnalisées d'un point de vue juridique et bancaire et commercial également. Et ce qu'on veut mettre en place, et je pense que tu l'as perçu évidemment, ce sont l'application de la créativité juridique et bancaire, et notamment au stade de l'offre d'achat, du compromis, de l'appel des fonds, etc. Donc ce ne sont pas, en fait, ça ne s'invente pas. J'ai inventé un certain nombre de méthodes, de solutions, de techniques. Tu as de la technicité, et c'est vrai que ton regard, en fait, tu ne vois plus le compromis de la même façon. Moi, la première fois que j'ai signé un compromis, c'était en fin 2013. Très honnêtement, je n'ai quasiment rien lu. J'ai signé comme un sans-papier, en fait, qui faisait confiance. En plus, j'étais passé chez l'agent immobilier.
Aujourd'hui, il y a un niveau de contrôle. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que une des dernières opérations que j'ai effectuées en accompagnement, l'agent immobilier a voulu rédiger le compromis sur un immeuble de rapport. Et je le voyais un peu fanfaronner. Et du coup, sur ma technique, une de mes techniques de négociation, où il y a pu avoir un gain de 8% sur 600 000 euros d'acquisition, c'est un niveau d'incompétence qui lui a coûté aux alentours de 40 000 euros. Et donc ça veut dire que c'est vrai que ta perception en technicité juridique a été modifiée. C'est à peine plus cher qu'un master spécialisé. Hein. Ouais, c'est 2 fois le prix d'un master spécialisé. Donc, c'est plus rapide. C'était intense comme leçon, non? Oui. Et après, il y a une forme d'amertume. On fait pas 2 fois. Il retient. Donc, tu vois, c'est du bon master. On fait aussi de l'éducation. Nous éduquons les agents immobiliers. Exactement. Et les notaires parfois. Et moi, je voulais rebondir plutôt sur les compétences comportementales parce que c'est vrai que tu as toute la partie technique, sur la partie bancaire. Là-dessus, sans te cirer les pompes, mais tu le sais, hein, tu es quelqu'un de relativement intelligent. J'ai vu dans le dernier mastermind que les yeux, le regard était différent. Non, je plaisante. Et en fait, c'est plutôt sur le comportement, moi, qui m'intéresse, sur les compétences comportementales. La technicité, ok, ça s'apprend, ça s'applique, c'est quasiment mécanique, mais le comportement, la compétence comportementale, ce qui relève de la psychologie entrepreneuriale, ça, c'est différent. Il y a quand même un aspect quasiment physiologique, chimique, psychique. Et là, j'aimerais bien avoir en fait ton retour dans ta posture. Est-ce que tu as senti quand même une forme de mutation, de changement identitaire? Est-ce que est-ce que tu es le même investisseur qu'il y a 1 an? Bah évidemment non. Moi j'ai surtout eu un changement sur les. On en parle souvent sur la vitesse d'exécution. En fait, je me suis rendu compte que si on met vraiment, volontairement en place une vraie réactivité, une vraie vitesse d'exécution, en fait, on fait déjà une grosse partie du boulot parce que déjà, on passe avant les autres. Par exemple, là, sur un immeuble, en termes d'offres d'achat, si on est réactif, qu'on peut se libérer pour aller faire une visite et puis directement enchaîner sur une offre, on passe avant des potentiels autres investisseurs. On peut développer ce point, du coup, par rapport à la méthode enseignée. Donc, tu fais des offres d'achat avant de visiter le bien. Ça m'est arrivé, ouais. Alors, il y en a certains que j'ai fait donc, dans ma région. Là, cette fois-ci, j'ai été les visiter. Mais donc, par contre, la possibilité. Bien sûr, à côté, on a fait des offres d'achat sans visiter, ouais. Alors, ça veut pas dire qu'on visitera jamais le bien, mais en tout cas... Non, tout ce que j'ai acheté, je l'ai visité. Donc, tu t'es positionné dans un premier temps pour... Il reprend ton expression que tu avais dit au podcast. Ah oui. Je fais très peu de visites et je fais très peu de visites et tout ce que je visite. Tout ce que je visite, je l'achète. Ouais, mais c'est vrai, hein, ça ressemble à une punchline, mais c'est conforme à la réalité. C'est exactement conforme à la réalité. Et c'est difficile à se projeter au départ, mais les gens ne le comprennent pas forcément. En fait, typiquement, le premier bien, là, on avait fait une offre avant même que je vienne visiter. Ouais. Tout à fait, parce que moi, je suis sur Berlin, toi, tu es dans le nord de la France. On va pas faire 2 allers-retours pour avoir éventuellement un refus sur la proposition. Donc, évidemment, en termes d'efficience, je préfère faire passer l'offre. Si elle passe, à ce moment-là, on visite et on sait que sur une offre type béton armé, voire guet-apens, il n'y a pas de possibilité pour le vendeur de se rétracter. D'ailleurs, oui, en termes aussi de compétences en négociation, j'ai appris beaucoup. Dans la rédaction des offres, en fait, on peut mettre en avant certaines choses qui fait que ça appuie une négociation et qui peut déclencher une acceptation ou non d'une offre d'achat. Ça a été développé aussi avec Fouad. D'ailleurs, ça fait partie des 90 000 euros qu'on a réussi à faire passer. C'est rentable en fait. C'est plutôt rentable. T'as rentabilisé le mentorat. Exactement. Rapidement ou pas? Dès la première opération. Ouais. Je t'ai dit d'augmenter le prix. Non, mais c'est vrai, dès la première opération, on avait déjà négocié 70 000 euros sur le bien. Donc, oui, en soi, ça a été rentabilisé. Chose que peut-être j'aurais pas été capable de faire parce que j'avais pas les compétences en négociation. Non, mais ça, tu vois, c'est quelquefois quand tu as des gens qui hésitent sur des choses en immobilier, c'est quelquefois ils te disent, ils ont un gros objectif et ils te disent, par exemple, sur un truc, sur une petite chose, ils te disent, ouais, j'ai besoin d'1 ou 2 semaines pour réfléchir. Oui, ça, on parle de vitesse d'exécution. Alors, moi, juste le retour d'expérience en qualité de mentor sur Auguste.
à chaque fois que j'envoyais une offre d'achat, alors c'est moi qui rédige les offres d'achat, je mâchouille un petit peu le travail, parce qu'il y a un petit peu de technicité, mais aujourd'hui il sait la refaire, il sait la reproduire tout seul, puisque c'est lui qui a fait ses offres sur ses propres chasses, les 2 chasses sur les 8 ou 9. Moi, quand j'envoie une offre d'achat, elle est renvoyée généralement, je dirais, en moins d'1 quart d'heure contre-signée. Enfin, signée. C'est vrai. Pour pouvoir la renvoyer en contre-signature par le vendeur via l'agent immobilier. Donc là, Tu prends pas le temps d'aller voir les forums D'ailleurs, sur je Internet. peux retourner le compliment à Fouad parce que c'est la même chose. Si j'ai besoin de solliciter Fouad, en général, dans le quart d'heure, j'ai une réponse, même le dimanche. Ça, c'est impressionnant et c'est très agréable d'ailleurs de travailler avec des personnes comme ça. Ouais, Il dit la même chose de moi, mais je lui renvoie non, mais le compliment. après, moi, si tu veux, moi, je suis un professionnel et on va dire que c'est ma mission d'accompagner les investisseurs à lever des millions d'euros et se constituer des gros patrimoines. Toi, tu es quand même dans une position d'élève relativement jeune et tu as quand même cette qualité dans la vitesse d'exécution qui est une qualité entrepreneuriale, une qualité de commerçant au sens noble du terme, où il faut savoir se positionner rapidement pour saisir une opportunité. Et j'ai trouvé ça remarquable compte tenu des éléments que je viens de citer. Donc voilà, et tu as des gens, si tu veux, t'envoies une offre d'achat, ils font nuit blanche, et 3 jours après, t'as toujours pas l'offre contre-signée. Donc aller vite, savoir décider vite et bien, ça va dans le sens saisir des opportunités de marché qui, je le rappelle, sont des variables aléatoires, c'est-à-dire imprévisibles. Donc quand tu as une opportunité, quand le lion dans la savane voit une biche, et il réfléchit pas 15 ans, donc voilà. Et ça, c'est vraiment ça m'a vraiment frappé cette vitesse d'exécution. Si la biche attend quelques secondes pour partir en courant, elle se fait bouffer. Wow, c'est beau ça. Après, ça a toujours été, c'est vraiment c'est intentionnel et délibéré le fait d'essayer d'être réactif et rapide parce que. Et c'était des villes que tu connaissais pas du tout. Et on reparle, non, je connaissais pas du tout et on parlait c'est un peu de la psychologie là. J'ai vraiment dans ma tête établi, c'est-à-dire que là, c'est limite une priorité parce qu'on parle de blitz, ça va être intense, ça va durer 2 ans, 3 ans, 4 ans. Par contre, voilà, ça fait partie des priorités. Si ça passe au second plan, de toute façon, on va passer à côté des biens. Donc, Pour rebondir sur ce que tu disais, en fait, il faut vraiment le comprendre parce que les statistiques nationales sont fondamentales en fait dans la sociologie des richesses pour vraiment comprendre la constitution des patrimoines, notamment des Français. Et on peut dénigrer la France, mais ça reste dans le top 7, top 8 des pays les plus riches du monde. Et rien que les 8 millions d'euros en patrimoine brut, c'est le patrimoine des 0,1% des Français les plus riches. Et ça ne s'est pas fait en 3 ans. Ça, je peux te le certifier en qualité de sociologue et d'économiste. Ça se fait sur plusieurs générations, plusieurs vies. Donc la question c'est avec la compétence, de la haute compétence, avec de la technicité, est-ce que c'est mieux d'aller sur l'intensité ou de traîner ça pendant 2 ou 3 générations? non, bah ça, Chacun met le se pose curseur. même pas. La question elle est vite Après, répondue. Non, la c'est question, elle est déposé. vite répondue. C'est déposé. Ah, c'est déposé, ça C'est déposé, il paraît. Donc, Ah ouais, d'accord, on peut même plus le dire ça. Couper. On peut même plus si se Ah ouais. fast. Donc non, tu vois, c'est un vrai débat. C'est-à-dire que moi, ce que je reproche au rationnement du crédit français, avec son HCSF, c'est que le curseur est mis sur la solvabilité personnelle de l'investisseur. Je préférais qu'on mette le curseur sur la compétence. Ouais, mais la personne pourra emprunter. Bah non, alors tout le monde n'a pas vocation à faire partie des 0,1%. La plupart des gens, et c'est très bien comme ça, il n'y a rien de péjoratif, aspirent à s'acheter une résidence principale, éventuellement 1 ou 2 LMNP, mais l'ambitieux est rationné au même titre que les autres. Et ça, c'est très problématique parce que quand tu enlèves la compétence, quand tu enlèves l'ambition et que tu mets la même gamelle monétaire pour tout le monde, ça, c'est très problématique. Et Auguste s'est formé, il a payé pour se former, il est indirectement assis sur les 7000 heures de sciences de l'enrichissement sur lesquelles j'ai pu me former. Et donc, la question, c'est quand on a ces compétences, est-ce qu'on met de l'intensité ou est-ce qu'on accepte de subir le diktat du rationnement du crédit? En tout cas, je pense que toi, tu as eu l'intelligence de comprendre quelle était la méthode la plus efficiente. Tu n'aurais pas préféré acheter des petits studios à 50 000 euros et 300 Comme tout le monde. Comme tout le monde. On peut pas faire comme tout le monde.
Moi, j'aime bien dire, si tu veux être dans le 1%, arrête de faire ce que le 99% des gens continuent de faire. Et là, on parle du 0,1%. Ouais, non, et c'est important de le dire sur la vitesse d'exécution parce que les gens, quelquefois, ne comprennent pas. Ils ne savent pas se dire et tu leur dis, tu sais, déjà, je vais te rendre service. Si tu es capable de te positionner en 2 heures, ça sera vraiment un avantage pour toi. T'as pas le temps d'aller voir ton pote, de demander et tout ça. Sûr. Et quel était le montant des opérations sur lesquelles tu t'es positionné dans une ville que tu ne connaissais pas, sur un bien que tu n'avais pas vu? Le plus gros, quasiment 2 millions. 2 millions. Ouais. Et en combien de temps tu t'es placé? À 15 minutes. Alors, non, je plaisante. Non, Fouad, on avait déjà un peu parlé, m'avait présenté l'opportunité. Et après, alors là, pour le coup, c'est Fouad qui a négocié. Une fois que les négociations étaient faites et qu'on s'était mis d'accord sur un prix. Négocie bien. Il négocie bien, ouais. Ah, sur celui-là, t'avais quasiment négocié 100 000 euros, même plus, 150 000 euros. On était. Alors, ce bien a une caractéristique. On était aux alentours de 600. Je crois qu'on est à 505. Oui, le bien était à 600. Oui, voilà, le bien était à 600, mais j'ai négocié 8% supplémentaires. Il y a 1,5 million de travaux. Donc j'ai négocié, je pense, dans les 125, 130 000 euros. C'est ça. Et donc, oui, on a en montant des travaux 3 fois le prix d'acquisition. Exactement. Mais très honnêtement, il s'est positionné très rapidement. Et on est allé visiter l'immeuble ensemble, puisqu'on l'avait jamais visité. Et ce qui est marrant, c'est que tu as un Marie Blacher en face. On allait prendre le goûter chez Marie Blacher juste après. Donc c'est bien d'être dentiste et de pas bosser. Non, c'était le samedi du coup. C'était le samedi. Donc c'était marrant parce qu'on avait pris le goûter en face. Et c'était marrant parce que on avait fait la visite avec Mathieu et une autre personne que j'accompagne, et on avait sur un autre immeuble dans la même zone, et du coup on allait visiter ton bien et on a pris notre goûter. Mathieu du Mastermind. Ouais. Et du coup on a pris ce goûter après la visite, etc. Et d'ailleurs donc, c'était la même chose pour le premier bien. Il y a une brasserie au rez-de-chaussée. Oui. Il m'a emmené je lui ai dit on va manger chez toi. Voilà. Donc il y a un lot commercial. C'est ta brasserie. J'ai pu tester le café, qui est très bon. Et t'as pu dire, je suis le nouveau propriétaire. J'ai toujours rêvé de sortir cette phrase. Non, on venait visiter. On avait fait l'offre et on visitait dans un second temps. En fait, ça c'était l'année dernière. Là, si tu avais fait l'acte authentique au moment de la visite, elle serait venue demander la caisse, la note, la patronne, parce que c'est une patronne, et je leur ai dit, il paye pas. Elle leur a dit, mais pourquoi, monsieur? Vous êtes son locataire. Si vous voulez pas qu'il y ait une résiliation du bail, je vous demande de rebrousser chemin. Non, mais c'est marrant parce que c'est vrai que tu arrives, tu vas boire un café, un chocolat chaud. C'est impressionnant. Dans une brasserie dont les murs t'appartiennent. Tu te dis que tu vas ça doit faire quelque chose, non? Oui, ça fait quelque chose. Quand les deux, de toute façon. Puis cet immeuble, c'est un monstre. Il fait 1300 mètres carrés. Ouais, beau bébé. Donc, ça change du studio. Il faisait combien le premier là? Non, là on parle de 30 lots. 27 mètres carrés, tu sais. 25 mètres carrés? 27. De 27 à 1300 mètres carrés, j'ai trouvé la vignette. Et le deuxième qui est sur la même zone, il fait 1500 mètres carrés. Ouais. 40 logements. Ouais, 40 là, tu ne te déplaces plus pour des cacahuètes. Tu ne pignoles plus avec des cacahuètes. Là. Je l'ai appelé la dernière fois. J'ai appelé Auguste pour un studio à Paris. Il m'a dit, ne m'appelle pas, j'ai pas le temps. Je ne me déplace pas. D'autres questions, Fouad? Non, moi, en fait, voilà, je voulais vraiment mettre l'accent sur, je livre la technicité, la créativité, il y a l'accompagnement, mais il y a quelque chose que je ne peux pas faire. Ce sont les demandes de prêt. Il y a eu la méthode, ça a été très très bien exécuté. Voilà, ce qui m'intéressait, c'est vraiment ce changement identitaire par la maîtrise de ta psychologie et la compréhension de la psychologie des autres. Ce que j'appelle la psychologie des autres, ça va être le notaire, l'agent immobilier, qui d'autre, les banques, donc le cartel bancaire, etc. Comptable. Donc, comment? Le comptable. Le comptable également, tout à fait, puisqu'il y a une recommandation sur mon expert comptable qui est, on peut lui faire un coucou, Rémi Roland du cabinet Contea à Lyon, qui est un féru d'immobilier. On vous mettra le lien sans rémunération. Ouais, alors il n'y a pas de rémunération, mais ne l'appelez pas si vous n'êtes pas sérieux. De toute façon, il ne travaille pas avec la catégorie. Il fait pas du LMNP. Voilà, il fait pas du LMNP, tout ça, ça l'intéresse pas.
Donc voilà, donc il y a eu tout ça, mais cette partie changement identitaire, évidemment, elle est propre à ta personne, et ça ne peut pas se déléguer. Il faut travailler dessus, et c'est vrai que chez toi, j'ai eu l'impression que c'était assez naturel. Moi, juste sur la question j'ai une question sur justement sur la diversification géographique des acquisitions. Comment est-ce que tu l'as perçu, comment est-ce que tu l'as vécu? Puisque, évidemment, je ne connais pas ta région, donc je n'ai pas chassé dans ta région. Tu as chassé dans ta région sur les 2 immeubles de rapport. Comment est-ce que tu as perçu cette diversification géographique? Est-ce que tu as senti qu'elle était nécessaire pour diversifier également les risques et les modes d'exploitation? Parce qu'il y a un des lots, on attend l'offre d'achat qui est un petit centre commercial avec des locataires de premier ordre, des grandes marques nationales, dont un locataire qui est la mairie. Donc voilà, comment est-ce que tu as perçu cette nécessité de se diversifier géographiquement? Moi déjà, c'est une des raisons pour laquelle j'ai chassé tout seul dans mon secteur, c'est déjà de la diversification géographique, parce que toi tu es expert plutôt dans le Grand Est, et j'avais quand même à cœur d'investir dans ma région. Donc déjà, ça permet de faire une première diversification géographique. Et après, on a également fait comme tu dis, alors là, on parle de diversification peut-être plus sectorielle, puisque là, on part sur du local commercial. Chose que, alors pareil, hein, là, je suis encore en apprentissage avec Fouad, parce que jamais de ma vie, je serais parti tout seul sur ce type de bien. Mais je trouve ça indispensable et d'ailleurs très intéressant de diversifier aussi dans ce sens-là, pas que géographiquement. Alors bon, il se trouve que c'est aussi différencié géographiquement, mais de partir sur du local commercial comme ça, sur du long terme avec des locataires de qualité. Et il y aura une diversification sur les financements bancaires, parce que là on va être en financement immobilier professionnel, exactement, locataire professionnel, locaux commercial, et on sera sur une très très belle zone tendue. Ou locaux commerciaux? Ah, locaux commerciaux, pardon. Non, mais c'était commerciaux. pas pour... Ah, j'ai dit locaux commerciaux. Non, il me semble que tu as dit local commercial, et je me disais si c'est non, le locaux commerciaux. Mais... Non, là-dessus, je trouve que c'est bien approprié en fait à ton profil. Faire un peu de commercial, c'est intéressant dans un parc immobilier. Aller chercher du 20-30%. Alors attention, hein, on parle pas de tour à la Défense, parce qu'à chaque fois on va me dire oui, mais bon, les bureaux. Non, on parle pas de bureaux là. Non, c'est pas des bureaux, ce sont des commerces qui ont besoin d'exercer. On parle de locataires qui sont des franchises nationales. Donc, on a vraiment ce qu'on appelle des belles signatures, des grandes signatures dans le commerce. On a des beaux notariés, on a des engagements assez forts, donc dont la mairie. Et ça, c'est vrai que c'est un produit qui est intéressant pour diversifier et avoir un petit peu plus de passivité sur la gestion locative, qui sera quasiment inexistante. Il m'avait dit il y a un an qu'il me ferait acheter une mairie. T'as racheté une mairie, mais non, t'arrêtes jamais. La mairie sera potentiellement locataire. Il a racheté la mairie de Roubaix, en fait, qui est en cessation de paiement. Tu Contre des bons alimentaires, il m'a dit. Tu sais, tu les préviens, j'augmenterai votre loyer du montant que vous augmenterez ma taxe foncière. Exactement. Ouais. Et si j'ai pas la DIA en moins de 15 jours, j'augmente le loyer. J'avais quelques questions sur. Alors c'est marrant parce que j'allais dire le frangin est plus ambitieux encore, parce que je lui avais posé la question en découverte. Quel est ton objectif? Et il m'a fait une réponse. Je sais pas si tu t'en souviens de la réponse, qui était assez littéraire. Le plus possible. Le plus possible. Ouais. Pourquoi mettre un chiffre quand on peut tendre vers l'infini? Il m'a dit, est-ce que tu vois ce que c'est que le chiffre pi en mathématiques? Je lui ai dit oui, il m'a dit c'est la même chose, donc c'est infini. Donc non, voilà, j'aimerais juste avoir ta perception, Louis, par rapport à Auguste. Alors moi, je suis très très famille, et c'est vrai que j'estime que le rôle d'un grand frère est de déteindre en termes d'ambition, d'exemplarité, de stratégie sur le reste de la fratrie. Et donc voir un peu comment est-ce qu'Auguste a pu déteindre sur toi en termes d'inception sur les objectifs. Comment est-ce que tu as perçu ça, et quel impact ça a eu sur ta décision d'adhérer au mentorat, qui est quand même un montant, comment dirais-je, une décision importante. Je vais mettre une petite coupure. T'as de la chance quand même d'avoir un grand frère comme ça, parce que le mien, la seule chose qu'il a fait, c'est me foutre au tribunal, quoi. Et s'exiler aux États-unis. En plus, c'est pas une bol. Tu sais pas, je lui ai peut-être mis un couteau sous la gorge en le forçant. Ouais. Non, il me forçait être là. Je plaisante. Non, c'est vrai que c'est une chance, parce que
Là, depuis un an qu'il fait tout ça, on a eu plein de discussions. Tous ces projets qu'il peut faire avec Fouad, il m'en parle. Et puis, Vous allez être associés? Alors, on est associés dans déjà un cabinet. Il associés. faut savoir qu'on passe nos pauses midi à discuter immobilier. Ouais, il me raconte un petit peu tout ce qu'il fait. Donc, c'est vrai que avant même de commencer le mastermind et le mentorat avec Fouad, j'ai déjà quand même pas mal de petites infos. Il m'explique plein de choses. Et c'est vrai que c'est un gain de temps et un avantage colossal pour moi, ma progression par rapport à mes objectifs, mes ambitions, etc. Bah, merci. Et 25 ans, non mais 25 ans. Alors, une fois de plus, en fait, pour moi, je trouve que c'est bien de chiffrer les ambitions, mais bon, après, si elles sont le plus possible, et c'est plutôt l'exploitation d'un potentiel. J'ai pas envie de me brider parce que Ouais, vu que je suis jeune, t'as raison. Il a vu ce que ça donnait. Le frérot a dit 3 non, millions au début, 15 millions ensuite, et la première année, il a déjà fait 50 Non, millions. mais Disons t'as que raison. 3 millions, c'était par humilité. T'as raison, parce après, que je pense que c'est peut-être bien de se fixer un objectif au moyen terme sur 2 ans, 3 ans. Peut-être qu'il faudrait que je le fasse. Pour, des objectifs fixer intermédiaires. des choses, mais ça dépend de la vision qu'on a. Si on veut voir sur 15 ans, 20 ans. Moi, c'est un peu pareil. J'ai besoin Ouais. de caper avec une date et un chiffre. C'est pour ça que qu'on a parlé de 15 millions avec Fouad. On a beaucoup échangé à ce sujet. Après, évidemment, Ça aide s'ils sur la sont- barre de progression. Non, mais voilà, nous, on avait un objectif sur 5 ans. Maintenant, s'il est atteint en 2, bien évidemment, je vais pas m'arrêter et aller sur une plage boire des cocktails. Hein. Pourtant, c'est Donc, ce que tu me demandais. Boire plein de Non, mais ce que je veux cocktails. dire, c'est que. Alors après, ça c'est mon avis, mais caper un objectif, c'est pas forcément le but. Là, c'est plutôt chiffré avec une deadline. Hmm. Ça pousse à l'action pour moi, en tout Tu cas. prends du plaisir dans l'immobilier? Oui. Ouais. Tu Ouais, pensais non, que tu allais en c'est- prendre Oui, comme oui, ça? Oui. Si je me suis lancé dans l'entourage, c'est aussi pas parce que j'en avais parlé aussi dans le premier podcast. Je suis un peu passionné de sciences de l'enrichissement, on va dire de manière générale. Des sciences de Il l'enrichissement m'avait- ou de l'enrichissement tout court? L'un Non, est une les conséquence deux. de Franchement, l'autre. les deux. Ouais, l'un est C'est une intéressant conséquence de intellectuellement, l'autre. les sciences de l'enrichissement. Ouais, c'est très intéressant. Et Auguste, oui, à non, je prends du 26 plaisir. ans, ou non, 23 ans, lisait déjà des articles sur la théorie des jeux, alors que toi, Hugo, on avait dit ça sur le podcast l'année dernière, Playboy. de manière très assidue. Tu l'as eu, le Pamela Anderson 1996? Non, j'ai juste eu Pamela. Juste Pamela. Et, Je pense que je vais obliger la patronne à venir à tous les podcasts. Comme ça, il va se Elle va tenir à carreau. surveiller. tu veux que je procède au changement identitaire Tu sais, également? Je la mettrai en face de lui, tu sais, pour qu'il puisse voir le regard. Puis la babouche à la main, tu vois, prête à lancer à chaque. Non, c'est bien, je trouve que voilà. Non, j'en revenais sur Louis. Plus tu commences jeune, mieux c'est. Ouais, c'est sûr. mathématique. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, je réfléchissais à un truc, puisque évidemment, je fais une découverte avec chaque client que j'accompagne en mentorat, et il s'avère que j'ai l'objectif le plus faible. Alors non pas que je sois pas ambitieux, mais c'est moi qui ai l'objectif le plus faible. Parce que moi, je suis sur une notion qui est un peu différente, sur le fait de caper son ambition par rapport à un optimum de Pareto appliqué au temps. Le fait que le temps est une denrée extrêmement rare et que pour aller plus vite, plus loin, alors je suis un petit peu plus âgé que vous également, donc ça joue forcément dans la balance. Si j'avais 25, 27 ans, j'aurais absolument pas le même discours. Et c'est tout à fait normal, mais contextuellement, finalement, j'ai remarqué que j'avais l'objectif le moins élevé. Donc demain, on sera tous les participants du mastermind et donc je serai la personne qui sera la moins ambitieuse. Donc je trouve ça super parce que ça veut Quelle dire humilité. Quelle que humilité. non mais c'est pas d'humilité, ce sont des chiffres. On retient une chose. Alors non, j'avais oublié. Alors, Robert- après Hugo, j'avais oublié. Robert Kiyosaki a publié son livre Père riche, Père pauvre quand il était limite SDF. Ah ouais? Ah, je savais pas ça. Et tous les gens qui lisaient son livre étaient techniquement presque dans une meilleure situation financière que lui. Alors c'est pas ce que je dis, moi. Je ne dis pas. que je Publie suis ton dans une- livre. Publie ton livre. Ah, Il est pas à la rue non plus. Non, je non, il parlais était à la parlais limite de la d'ambition. limite de la rue. Ah, Kiyosaki. Et Kiyosaki, quand il a publié son livre, il était en faillite personnelle et il donnait des conseils. Non, je ne suis pas un Kiyosaki, je suis quelqu'un qui maîtrise son ambition et qui dit simplement qu'elle est plus faible que celle des autres. Et vous avez des ambitions qui sont hors normes, donc ça s'explique.
T'avais d'autres questions, toi, peut-être, Hugo? Moi, je finirai par une question bateau type podcast internet. Ah. Attends. Là, tu te demandes ce que c'est. Quelle sauce il va nous manger? J'hésite entre deux questions, à vrai dire. Qu'est-ce que tu dirais? Non, je vais faire ça. Qu'est-ce que tu dis au toi dans 5 ans? Non, qu'est-ce que tu dirais au toi 5 ans avant? Alors. T'as le petit frère, donc c'est assez facile. Bah, honnêtement, en à termes de. Que dirais-tu? Alors, on va faire plus simple. Que dirais-tu à un de tes confrères du même âge ou même un peu plus âgé que toi, quand tu dis tu as investi dans l'immobilier, qui te dit j'ai acheté un studio à la MNP Ou un Pinel. C'est marrant que tu dis ça parce qu'on a justement des amis qui commencent à s'intéresser et qui commencent à me dire je vais peut-être acheter un studio ou un T2. Alors il y a le conseil que je donnerais et il y a la réaction à ce conseil aussi parce que attention, j'ai eu quelques discussions avec des amis et il y en a certains qui sont pas forcément prêts à entendre la bonne parole. Parce que vous n'avez pas la même perception. En fait. Non, toi, en fait, ça te saute aux yeux quand un scoring bancaire de chirurgien dentiste te parle de studio. Ils ont des bons scoring aussi. Hein, mais ça t'interpelle quand on parle de studio. T'en as qui... Moi, j'aime bien dire, ceux qui font pas attention à ce qu'ils font, c'est comme si tu achètes une Ferrari et que tu te crèves les 4 pneus. Donc, c'est la même chose. Non, alors après, en termes de conseils, c'est là, tout ce qu'on vient d'énumérer, en fait. C'est des conseils qui sont précieux, mais encore faut-il pouvoir les entendre et les appliquer. Parce que moi, c'est un peu les difficultés que je rencontre en parlant. Alors, t'as quoi comme réaction? Je choisis les gens avec qui j'en parle, mais les gens avec qui j'en parle, tout le monde n'est pas réceptif. C'est une autre matrice de pensée, tu peux pas... par exemple, avoir le retour, parce que c'est des gens qui s'intéressent un peu à l'immobilier puisqu'ils veulent investir. Oui, alors après, avec connaissance quasi zéro, c'est plutôt... Oui, 99% ils sont aussi des investisseurs. chirurgiens dentistes, ils commencent à avoir de l'épargne, ils se demandent quoi faire avec, et voilà. Et la première... en France, la première classe d'actifs qui vient, c'est tout de suite l'immobilier. Donc souvent, ils s'intéressent à faire un studio ou quelque chose. BFM parle beaucoup de crypto en ce moment. Oui. Les cryptos, c'est vrai qu'il y a quand même une bonne partie qui en ont. Mais non, en termes de conseils, c'est le conseil numéro 1 pour moi, c'est commencer le plus tôt possible. Que ce soit en immobilier ou tout actif capitalisant, crypto, bourse, etc. Et surtout l'immobilier, parce qu'il y a la notion de levier bancaire. Pour créer un capital, c'est l'idéal. Ah bah oui. Pour placer ce capital. Le plus rapidement possible. Moi, j'aime bien dire, et les gens ne font pas forcément la distinction. Si demain, je souhaite avoir 10 millions, je considère que l'immobilier est la façon la plus rapide de l'avoir. En partant de zéro, oui, largement. Hors entrepreneuriat et tout. Oui. Mais par contre, demain, on me donne 10 millions d'euros. Je gagne au loto 10 millions d'euros, je ne vais pas investir 10 millions d'euros sur l'immobilier. Ah non. Je vais peut-être l'intérêt, c'est le levier bancaire. Voilà, je vais peut-être mettre 3 dessus pour lever 10, exactement. Ce qui semble cohérent. Ah oui, 30% et prendre 7 pour le mettre sur du financier, liquide, des choses comme ça, et garder un petit 1 pour les plaisirs de la vie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'arbitrage. Quand tu me dis on va pas les garder 20 ans forcément, bah oui, à un moment donné, si le capital est remboursé et qu'il n'y a plus de dette sur le bien, est-ce que tu calcules J'aimerais savoir si lorsque tu te positionnais sur le bien, est-ce que tu calculais le cash flow ou pas? C'était la question piège. Après, moi j'aime bien les chiffres, donc merde, je vais devoir couper. Tu calcules un peu. Après, c'est pas du tout le critère numéro 1. Non, on en a déjà parlé. Calcul d'autofinancement. Est-ce que ça rembourse les échéances de prêt? Après, il se trouve que la plupart sont en cash flow positif pour le coup, mais non, c'était pas le critère de décision. C'était plutôt le positionnement du bien, la localisation évidemment, la négociation. Après, il fallait voir aussi si c'était finançable, le dimensionnement. Enfin voilà, il y a plein de critères qui rentrent en compte. Il n'y a pas que le cash flow, évidemment. Je sais que tu n'es pas un fan. Un grand adepte. Je proposerais bien qu'il nous recontacte quand il arrive à l'objectif de 15 millions, mais on va devoir revenir en France dans 3 mois, quoi. Non, je pense que c'est une bonne idée parce que ça va être une de ces fameuses constructions en public. Mais basé sur des faits réels et pas sur du storytelling à la con. Donc ça, c'est intéressant. Oui, mais les gens, ils aiment bien le storytelling.
Oui, mais On aurait dû dire c'est facile, tu vas à la banque, la banquière me saute au cou. Alors, attention, Elle j'ai me pas dit, dit que vous voulez c'était pas- facile. Hein. Il y a Mais quand vous- même une vraie compétence à développer. Pourquoi vous en- achetez que à 700 000 et pourquoi vous achetez pas 2 millions? Non mais vraiment. Non, mais il y a quand même toute une compétence à développer. Il y a des efforts à fournir, évidemment. Hein. C'est pas. j'ai Mais tu jamais dois dit les que c'était fournir facile. une fois Par- là-bas, en amont. Et c'est ça qui est magique avec l'immobilier, c'est qu'il y a un Voilà. effort à fournir principalement pour la demande de financement en fait. Et une fois que c'est fait, ça tourne. Et ça c'est merveilleux. Bah oui, parce que quand tu regardes, et c'est comme ça qu'il faut réfléchir de mon point de vue, quelle est la quantité d'efforts qu'il faut fournir pour faire 10 millions d'euros en chirurgie dentaire? Ah non, mais on n'est pas du tout sur les mêmes. Non, mais standards, bien hein. sûr, c'est pour ça, 2 ça veut ans. dire que 2 ans. 2 ans. Non, mais disons Attends, que ça, c'est une, on Non, parle ce d'une que carrière, je- on parle d'une Ce que je carrière voulais complète. dire, c'est que les gens, certaines personnes vont dire oui, mais il faut faire des efforts. Bien sûr qu'il faut faire des efforts, mais proportionnellement au capital constitué, les efforts sont anecdotiques quand on compare aux efforts Combien à t'as fait fournir d'études dans pour la faire- vente de sa force de travail. Oui, c'est vrai que nous, en plus, on a les études. Hein. Ça fait 6-7 ans, je crois, c'est ça? 6 ans. Ouais. 6 ans. Non, mais de toute façon, il n'y a pas photo. En termes d'heures passées, si on parle en pur capital, ça n'a absolument rien à voir. Tu t'estimerais à combien d'heures passées? Alors, je te l'avais dit, et c'est vrai, hein, c'est une remarque d'ordre sociologique. Les élèves les plus performants me prennent le moins d'heures. Donc, ce qui est complètement paradoxal, puisqu'on pourrait penser que du fait qu'ils soient très performants sur le nombre d'acquisitions, l'encours, etc., me consomment beaucoup d'heures. Mais non, parce que ils développent une forme d'autonomie, comprennent très rapidement, etc. Mais tu dirais que sur chaque dossier, tu travailles combien d'heures sur un dossier à un point, sachant que j'allais plus dire, sur un depuis dossier le que je début. chasse, où j'apporte toute la chaîne de valeur, Oui, sauf toi, tu fais le travail. sauf le financement jusqu'à la gestion locative, donc quasi clé en main. Tu t'estimerais à quelle quantité de travail? Alors, ça dépend si on fait du démarchage bancaire à distance ou pas. Mais concrètement, À en distance, ouais, à premier distance, contact. ouais, c'est pas énorme. Hein. Je dirais 5 heures peut-être. 5-6 heures. Ok. On parle par projet, hein, on est bien d'accord. Bien par projet, donc ça fait une 50aine d'heures à peu près Pour 10 L'année. millions. sur la totalité. Ouais, si, c'est cohérent. En fait, après, ça dépend des projets. Plus il y a de l'eau, en général, plus il faut fournir de documents, des choses comme ça. Mais c'est pas énorme en termes d'heures, non. De toute façon, Ouais. Fouad, il mâche beaucoup le travail aussi. Hein. Est-ce que tu as calculé, dans le temps de travail, est-ce que tu as calculé le temps du goûter chez Marie Blachère? Le café dans la brasserie Le café. est pris en compte. Non, en termes d'heures, non, c'est. Moi, justement, j'allais plus te dire. Et t'as un gros Parce qu'après, il y a travail aussi la gestion concrètement, mais c'est pareil, la gestion, c'est aller par bien, on parle de 15 minutes par mois peut-être. Donc, Oui, parce qu'il y a une délégation totale en gestion locative, oui, expertise oui, comptable, dans la etc. stratégie de Fouad, en fait, c'est vraiment une stratégie de Tu fais pas zéro la charge LCD, mentale, en tu fait. fais pas les entrées et les sorties, non? Non, Je je dirais fais pas rien. zéro Non. charge mentale, parce que tu as forcément de la charge mentale. Non, pas zéro, mais le en moins fait, on possible. se concentre sur la valeur ajoutée, Ouais. qui est sur tout le processus d'acquisition. Tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée, mais qui est quand même important, a vocation à être délégué. Et ça, c'est important de le comprendre parce que je vois encore trop de gens qui se disent, bon, bah, moi, je gère tous mes biens seul, je fais les travaux, etc. Ça, alors, je veux pas dire que c'est de l'esclavagisme, mais ce n'est pas possible avec des gros objectifs. Moi, je C'est, dirais honnêtement, plutôt si ça parle plus aux personnes qui écoutent, depuis le début, on va dire, si on prend un nombre d'heures par semaine, je dirais 4-5 heures par semaine en fait. Avec bon, les échanges avec le comptable, un notaire, les échanges avec les banques, mais grosso modo, je pense que c'est une bonne moyenne, 4-5 heures semaine. Ouais. Mastéos, qui est une start-up française sur la Qui chasse était immobilière. Ah non, elle existe toujours. Elle existe toujours. Ouais, elle a été rachetée. A fait une étude sur le nombre d'heures nécessaires sur toute la chaîne de valeur pour acheter un bien immobilier en investissement locatif. De la prospection à l'acquisition, c'est 250 heures par lot. 250. 250 heures, tu regarderas étude Mastéos, nombre d'heures pour pouvoir faire. On part vraiment du début jusqu'à la fin. Et donc, ce que je veux dire, c'est que tu as un niveau d'efficience qui est très élevé. par l'investisseur ou par toute l'équipe? En fait, de Parce A qu'il à y a Z. toute une équipe derrière, alors, évidemment. pour les gens qui veulent faire seuls, alors ils incluent également les travaux. Le suivi des travaux, tu achètes tout seul. Oui. Tu vas faire. alors, en fait, attention, tu par n'es pas contre, accompagné. Quand je dis 5 heures, c'est 5 heures Sur l'achat, sur le financement. entre guillemets Non, mais en fait, administratives, ce que je voulais Évidemment, dire, c'est que tu as un accompagnement, tu as des partenaires du réseau que j'ai donné, hein, le notaire, la gestion locative, etc. Et ça, évidemment,
c'est un jeu à somme nulle. Le temps, tout le temps que tu passes pas a été transféré à la charge d'autres, dont c'est la mission, dont c'est l'activité. Tu as un maître d'œuvre qui fait les travaux à ta place. Oui, ça fait partie de la chaîne de valeur que Choix offre. C'est, moi, j'ai pas eu à chercher un comptable, j'ai pas eu à chercher un maître d'œuvre, j'ai pas eu à chercher une agence de gestion, j'ai pas eu à chercher la notaire. Donc, en fait, on a un gain de temps qui est énorme. Et le temps, surtout nous, on a des professions libérales. Je travaille à côté. Je gère un cabinet. Vous faites combien? Vous faites 15-20 heures par semaine? Non, on fait là actuellement, on fait 3 jours semaine. Toi, tu Moi, je fais 3 jours jours et demi. Ouais. Mais justement, nous, c'est volontaire. Je me suis dégagé un jour pour justement le consacrer à l'immobilier. Non, on parlait de priorité. Une mauvaise image, c'est pas bien. On parlait de priorité que vous soyez tout le temps sur les parcours de golf. Non, mais donc c'est une des raisons aussi pour lesquelles je retire un jour de travail, c'est pour me consacrer à l'immobilier, pour faire ce fameux blitz, c'est-à-dire mettre une grosse intensité. Bon, au final, je passe pas la journée entière. Si l'algorithme de YouTube, il va pas nous saquer sur le terme blitz. Non, on n'a pas parlé de blitz. On peut parler des parties d'échecs qui vont vite. Là, les blitz en 3 minutes, ça peut être ça. Avec tu tapes sur le chrono là. Ça s'appelle des blitz, je crois. Ah, je savais pas. C'est bon, l'algorithme, ça passe. Fouad, pour conclure, je dirais que je suis ravi d'entamer une 2e année de mentorat avec Auguste. Je sais pas si on l'a dit, on n'a pas terminé l'année qu'il a déjà procédé au renouvellement parce que il y a un quota. C'est un peu comme l'État français, je mets des quotas maintenant sur depuis le début, donc je suis très content. Et puis, mais tu les respectes, l'État français ne les respecte pas forcément. Oui, c'est vrai. Cherche pas ton étude. Mais je cherchais l'étude là sur ce chiffre et je suis ravi évidemment de la recommandation parce que le poulain, le frangin, s'il est du même bois, évidemment, je pense qu'on aura des résultats. De faire mieux, hein. Des résultats, surtout avec des punchlines le plus possible. Donc le plus possible. Perds pas ton temps à commencer sur des opérations à 700 000. Tu vois, va directement aux 2 millions. Tu vois, ça sert à rien. T'as pas besoin d'être assuré, quoi. Donc très très content de pouvoir accompagner Louis et puis de continuer à travailler avec Auguste pour l'année prochaine et donc voilà quoi. Donc on se dit au prochain rendez-vous sur je l'espère l'atteinte des objectifs. Merci Auguste, merci Louis pour ce partage d'expérience et cette transparence, parce que t'as rien gardé pour toi, Auguste, t'as tout partagé, et ce dans l'une des plus grandes transparences, ce qui est très rare sur Internet, et je pense que ça peut aider des gens qui écouteront ce podcast, des gens comme vous, parce que c'est un épisode de podcast qui a changé un peu. Une simple recommandation de vidéo à la con sur YouTube, faite dans un mec dans une voiture avec un vlog, un Estonie parlant de Oussama Hamar. J'ai retrouvé ma statistique. Tu peux me laisser finir? Alors vas-y, je laisse, parce que c'est important pour moi. J'ai vu qu'Auguste était étonné en se disant il fait le Serge Benamou avec ses chiffres qui sont complètement exagérés. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Et voilà, maintenant j'ai perdu mon fil. Ah. Tu parlais de comment t'as découvert. Ah oui, et le résultat de ça un an après. Et on aurait pu faire un building public, mais tu vas trop vite. C'est un peu un building public. Si on fait un podcast annuel, ça permet de faire un bilan. Ouais, mais tu vas trop vite. On voit pas on n'a pas le temps de voir l'intermédiaire. On n'a qu'à faire trimestriel, si vous voulez. Alors la stat, c'est Bivouac qui la reprend, qui est un autre réseau de chasseurs immobiliers. D'ailleurs, c'est marrant parce que Thierry, j'ai oublié son nom de famille. Comment ? Thierry Vignal. Ouais. Thierry Vignal, d'ailleurs, j'ai trouvé extrêmement courageux sur son honnêteté intellectuelle, sur le fait d'avoir disséqué la cessation de paiement de Mastéos. Je trouve ça très intelligent. La plupart des gens ont plus tendance à fanfaronner qu'à être honnête sur ce qui n'a pas fonctionné. Donc c'est Thierry Vignal qui est un ancien de Bivouac, ensuite qui a monté Mastéos. Entre la recherche du bien, les travaux, la mise en location, la partie juridique, on estime à 250 heures le temps passé sur un projet d'investissement locatif. Donc je trouve cette stat intéressante et c'est vrai que alors, le propos n'est pas de dire que moi j'ai tout fait, évidemment, parce qu'il y a des partenaires. Je ne suis pas notaire, je ne suis pas banquier, je ne suis pas maître d'œuvre. J'apporte un réseau et finalement
c'est comme l'argent est un crédit social. C'est-à-dire qu'on va transférer, on va acheter du temps des autres avec l'argent qui est finalement une monnaie d'échange du temps. Eh bien, par le biais du réseau, du mentorat, on arrive à compresser l'équivalent de 2500 heures sur le parcours de la première année en une centaine d'heures, on va dire, allez, 150 heures. Donc voilà, donc ça c'est intéressant d'avoir, ce qu'il faut retenir, d'avoir des vrais partenaires. Si vous devez former votre notaire sur la méthode des investisseurs qui voient grand, sur la rédaction du compromis, sur l'introduction de ce que j'appelle le pack d'office, tous les critères abusifs qu'on met dans un compromis en faveur du vendeur, laissez tomber, trouvez le bon notaire. Et là, pour le coup, je ne partagerai pas les coordonnées de mon notaire. Je ne veux pas qu'elle soit submergée par un tsunami d'investisseurs immobiliers. En tout cas, une fois de plus, bravo. Et voilà, c'était Fouad Berlin. Tu sais, il y a pas 36 000 notaires. Richard, dans la petite ville à côté de Brest, vont facilement trouver notaire Richard. Tu veux les induire en erreur. C'était Fouad Berlin pour vous inspirer à voir grand. Et vous permettre de voir grand. Ah, non, c'était pour... Ah oui, pour vous permettre, évidemment. Et oui. Ça, c'était plutôt à Auguste de le dire. Merci Auguste, merci Louis, merci Fouad. Et à très vite, on se retrouve dans 3 mois. Et là, on est sur... il faudra refaire un point. Dans un an. Dans un an. Il veut faire des bons à chaque épisode pour impressionner. Tu peux pas faire comme Patrick Bruel, hein, on se retrouvera dans 10 ans. L'homme qui a investi 1 million par mois. Merci à toi Hugo pour la réalisation de ce podcast et pour la qualité de l'interview, de l'entrevue en français. Ciao, ciao.